Elle n'avait que 12 ans, pieds nus, meurtrie et serrait deux bébés affamés contre sa poitrine, errant seule à travers une tempête glaciale à 3 heures du matin. Liana n'avait pas mangé depuis 2 jours. Ses petits frères jumeaux pleuraient de faim et de froid. Et pire encore, elle courait pour sauver leur vie. Pas de chaussures, pas de veste, pas de plan, juste une mission, s'éloigner suffisamment de l'homme qui a promis d'être son père mais qui s'est transformé en leur pire cauchemar. Mais ce qui s'est passé ensuite, personne n'aurait pu le prédire. Un millionnaire, rentrant chez lui tard dans la nuit, a repéré quelque chose de stupéfiant sur le bord de la route, une petite fille s'effondrant sous la pluie avec 2 bébés dans les bras. Ce qu'il a fait après cela, la réaction de sa femme et la tournure sombre et terrifiante survenue quelques jours plus tard vous laisseront sous le choc absolu. Ce n'est pas seulement une histoire de survie. C'est une histoire d'amour incassable, de trahison terrifiante et d'une famille miracle née de ses cendres. Regardez jusqu'à la fin, car la scène finale de la salle d'audience vous fera monter les larmes aux yeux. Le vent glacial traversait les rues calmes de la ville comme une lame. Sous la lueur pâle d'un lampadaire vacillant, une jeune fille pieds nus s'avança en trébuchant, serrant 2 petits bébés contre sa poitrine. Elle s'appelait Liana, âgée de seulement 12 ans, mais portant déjà le poids d'un monde qui avait tenté de l'écraser. Ses frères, EMTT et Julian, étaient des jumeaux nouveau-nés, leur corps fragile enveloppé dans des couvertures élimées qui ne faisaient pas grand-chose pour lutter contre le froid. Ils gémissaient doucement alors que Liana rapprochait leur minuscule forme, murmurant une berceuse tremblante dont elle se souvenait à peine ou une berceuse que sa mère fredonnait avant que le monde ne s'effondre. Leur maison était autrefois remplie de chaleur, les rires de sa mère, l'odeur du ragoût sur la cuisinière et les chansons chantées aux chandelles. Mais le cancer l'avait rapidement emporté, ne laissant à Liana que des souvenirs, 2 frères en bas âge et un père qui s'était noyé dans une bouteille au moment où le chagrin frappait à la porte. Désormais, cet homme son père, Ronan n'était plus un parent. Il était une menace. Une tempête de rage, de violence et de verre brisé qui rugissait chaque nuit dans leur maison en ruine. Liana avait appris à anticiper le bruit des bouteilles cassées, des bottes qui claquaient contre les meubles, des poings frappant les murs. Mais la nuit dernière, c'était différent. Il avait attrapé le MTT. Le bébé avait crié de douleur alors que Ronan le tirait des bras de Liana, sa voix ivre grondant de haine, « Ces gamins ruinent ma vie ». Liana, tremblante et terrifiée, avait riposté ce qu'elle n'avait jamais osé auparavant. Son cri avait surpris Ronan assez longtemps pour qu'elle attrape le MTT et s'enfuit. Mais elle savait qu'il reviendrait les chercher. Et la prochaine fois, il ne manquerait pas. Alors elle s'enfuit dans la nuit, vers l'inconnu, avec seulement un sac à dos en lambeaux, le dernier de la formule, et une seule promesse gravée dans ses os, « Je les protégerai, quoi qu'il arrive ». Elle ne savait pas où elle allait. Ses pieds saignaient à cause du trottoir froid. Ses bras lui faisaient mal à cause du poids des jumeaux. La faim lui rongeait le ventre, mais elle continuait à marcher. Chaque ombre ressemblait à son père. Chaque sirène lointaine faisait battre son cœur. La ville était un labyrinthe d'étrangers et de dangers, et elle n'était qu'une fille essayant de disparaître. Finalement, épuisée au-delà de toute raison, Liana s'est effondrée dans le coin d'un parc urbain délabré, caché derrière des buissons envahis par la végétation et des balançoires rouillés. Elle déposa doucement les bébés sur son vieux sac à dos, répartit la dernière dose de lait maternisé entre 2 biberons fêlés et les nourrit en serrant la main. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle les regardait téter avidement. « Que dois-je faire quand il n'y en a plus » murmura-t-elle au vent. Il n'y eut pas de réponse. Seulement le gémissement de la vieille balançoire qui se déplaçait dans le vent comme un fantôme. À l'aube, Liana s'assoupit juste un instant, le dos contre l'écorce humide d'un arbre, ses bras enroulés de manière protectrice autour de ses frères. Elle ne se sentait même pas s'éloigner. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. En rentrant chez lui après une autre réunion d'affaires tard dans la nuit, Ethan Maddox, un riche entrepreneur connu pour sa froide ambition, ne s'attendait pas à ce que sa vie soit bouleversée. Sa Tesla a ralenti lorsqu'il a repéré un spectacle étrange près du parc, un enfant. Non, 3 enfants. 2 étaient immobiles, le 3e à peine debout. Il freina, ouvrant la portière de la voiture. Il se précipita, juste à temps pour rattraper Liana alors qu'elle s'effondrait, inconsciente, ses bras tenant toujours les bébés. Les jumeaux gémissaient doucement, leur visage pâle et froid. « Que diable » murmura Ethan, ses yeux scrutant les bleus sur son visage, le sang sur ses pieds, la poigne désespérée qu'elle avait toujours sur les bébés même dans son sommeil. Il regarda autour de lui. Personne d'autre en vue. Pas de mère, pas de poussette, pas de chaussures, rien. L'instinct s'est manifesté.
Il les prit tous les trois dans ses bras et les porta jusqu'à la voiture, appelant sa femme Isabelle sur le haut-parleur main libre. Elle était une ancienne infirmière, travaillant désormais avec des enfants abandonnés pendant son temps libre. « Belle, j'ai besoin de toi maintenant. Je ramène des enfants à la maison. Je pense qu'ils ont vécu l'enfer. » Quoi, elle haleta. Combien? 3. Une fille ou peut-être 12 ans. 2 bébés. Ils ne sont pas les siens. Ils ne pourraient pas l'être. Mais elle les protège comme s'ils étaient les siens. Qui était-il? Pourquoi était-il seul dans un parc de la ville avant le lever du soleil? Et quel genre de monstre avait permis que cela se produise? De retour au domaine Maddox, une grande maison moderne à la périphérie de la ville, Isabelle les accueillit à la porte dans un tourbillon de couverture et de soins. Au moment où elle a vu la joue enflée de Liana et les orteils gelés des nourrissons, ses yeux se sont remplis de larmes. « Faites-les entrer », ordonna-t-elle. Pendant qu'Ethan aidait à installer les bébés, Isabelle vérifiait les signes vitaux de Liana, nettoyait ses blessures et enveloppait ses pieds meurtris de mains douces. « Cette fille a vécu quelque chose », murmura-t-elle. Alors que la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, Liana bougea. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, fous de panique. Elle se redressa d'un bond, tombant presque du lit. « Où sont-ils » cria-t-elle en scrutant la pièce. « Ils sont en sécurité », dit doucement Isabelle en désignant le berceau. « Vos frères » Liana hocha lentement la tête, les larmes lui montant aux yeux. « Tu es en sécurité maintenant aussi. » Mais Liana ne se détendit pas, elle enroula ses bras autour d'elle, la voix rauque. « Est-ce que vous appelez la police » Ethan et Isabelle échangèrent un regard. « Non, dit finalement Ethan. Pas avant que nous connaissions la vérité. » Et alors que Liana commençait à parler, s'arrêtant, tremblante et toujours incertaine de pouvoir faire confiance à ces inconnus, la famille Maddox a appris une histoire qui allait tout changer. La cheminée crépitait doucement, projetant une chaude lueur ambrée sur les murs de la chambre, mais la chaleur de la pièce ne pouvait pas chasser le froid qui régnait dans la poitrine d'Ethan alors qu'il écoutait la voix tremblante de la jeune fille maintenant recroquevillée dans l'une de leurs couvertures. « Je m'appelle Liana », commença-t-elle, ses yeux ne quittant jamais les formes endormies de MTT et de Julian. « Ce sont mes frères. Nous vivions avec notre père. Mais depuis que maman est décédée, tout a changé. » Isabelle s'assit à côté d'elle, lui tenant doucement la main pendant que l'histoire de Liana se déroulait. D'abord décousue, puis douloureusement claire. Les cris de fin de soirée, les bouteilles vides, les bleus qui n'ont jamais eu la chance de guérir. La nuit où son père a craqué et a essayé de lui retirer le MTT des bras. « Je pensais qu'il les tuerait, dit-elle doucement, les yeux creux. Alors j'ai couru. Nous n'avions rien. Mais je ne pouvais pas le laisser leur faire du mal. Pas encore. » Ethan se tenait près de la porte, les poings serrés, luttant contre une montée de rage qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait négocié avec des PDG acharnés, démantelé des conseils d'administration corrompus, mais rien ne lui faisait bouillir le sang comme l'idée d'un homme mettant la main sur ses propres enfants. « Tu as bien fait », murmura Isabelle. « Tu as été courageuse, Liana. Tellement courageuse. » Mais le visage de Liana se plissa. « Et s'il nous trouve ?» Sa voix tomba à un murmure. « Il a toujours dit que nous étions à lui, que personne d'autre ne voudrait de nous. » Isabelle la rapprocha. « Eh bien, il avait tort, et tu n'es plus seule. » À ce moment-là, un doux gémissement sortit du berceau. Julian remua, ses petites mains s'agitant. Sans réfléchir, Liana sauta du canapé, le prenant dans ses bras avec une aisance exercée. Isabelle la regardait, étonnée. Pas seulement à cause de son instinct, mais aussi de la façon dont elle bougeait naturellement, comme si elle avait fait cela toute sa vie. « Je les nourris à tour de rôle », murmura Liana en saisissant la bouteille qu'Isabelle avait préparée plus tôt. « Si l'un se réveille, je laisse l'autre dormir. S'il pleure en même temps, je chante. » Sa voix se brisa. « Tu ne devrais pas avoir à faire ça seule, dit Ethan, s'avançant enfin. Tu es une enfant, Liana. Tu mérites d'être protégée. » Liana le regarda, les yeux perçants avec quelque chose de plus vieux que son âge. « Je m'en fiche. Ne le laisse pas les prendre. S'il te plaît. » Il y avait quelque chose dans son regard. Le désespoir, mais aussi le feu. Ethan réalisa qu'il ne regardait pas seulement une fille effrayée. Il regardait un combattant, un survivant. Le lendemain matin, la maison des Maddox bourdonnait d'une énergie prudente.
Isabelle avait prévu la visite de son amie, la docteure Nora Benson, une pédiatre qui travaillait souvent auprès d'enfants maltraités. Elle est arrivée en milieu de matinée avec des yeux doux et un bloc-notes, évaluant immédiatement les jumeaux avec un soin expérimenté. Ils souffrent de malnutrition mais sont stables, a déclaré le docteur Benson après l'examen. Liana prend soin d'eux mieux que la plupart des adultes, mais son propre état, des bleus, des infections non traitées, un épuisement. Elle a besoin de repos, de nourriture et de sécurité. Ethan hocha la tête. Elle comprend tout ça maintenant. Mais comme par hasard, l'interphone de la porte d'entrée a sonné. Livraison, devina la gouvernante. Ethan jeta un coup d'œil à l'écran et son estomac se noua. Un homme se tenait là, échevelé, les yeux injectés de sang, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Sa voix crépitait dans le haut-parleur. « Laissez-moi entrer. Je sais que vous avez mes enfants. Je veux qu'ils reviennent. » Ethan n'avait pas besoin d'un nom. C'était Ronin. Jésus, marmonna-t-il en s'éloignant de l'écran. Comment nous a-t-il trouvés? Liana, tenant le MTT à proximité, entendit la voix et se figea. C'est lui, murmura-t-elle. Il nous a suivis. La panique monta dans la pièce comme une marée, mais Ethan bougeait déjà. Faites monter les enfants. Verrouillez la crèche. Attends, Ethan, appela Isabelle. Mais il était parti. Il se précipita vers le portail d'entrée et ouvrit le haut-parleur avec un calme qui ne correspondait pas à la fureur bouillonnant dans sa poitrine. Vous êtes sur une propriété privée, dit froidement Ethan. Par maintenant. Ronin se pencha vers la caméra. Vous, salaud de riche, pensez que vous pouvez voler ma famille. Je vais appeler les flics. Ils sont à moi. Ils ne sont pas une propriété, répondit Ethan. Ce sont des êtres humains et vous ne les toucherez plus jamais. Ronin rit, un son sec et brisé. Nous verrons cela. Il recula et disparut dans une camionnette rouillée garée dans la rue. Ethan ne bougeait pas. Il se tenait à la porte longtemps après le départ de Ronin, l'adrénaline battant toujours dans ses veines. Il connaissait des hommes comme Ronin, des lâches qui ne se sentaient forts qu'en terrorisant quelqu'un de plus faible. Et il savait aussi qu'il ne s'en allait pas tranquillement. Ce soir-là, après un dîner agité, Liana toucha à peine à sa nourriture. Elle regardait par la fenêtre, les jambes repliées sur sa poitrine. Il va revenir, dit-elle doucement. Nous sommes prêts pour ça, répondit Isabelle en posant une main réconfortante sur son épaule. Nous déposons déjà une ordonnance de protection demain matin, et Ethan a appelé les services de sécurité, caméras, détecteurs de mouvement, tout. Liana la regarda, les lèvres tremblantes. Et si ce n'est pas suffisant? Isabelle s'agenouilla à côté d'elle. Alors nous nous battons plus fort ensemble. Et pour la première fois, Liana hocha la tête. Mais aucun d'eux ne s'attendait à ce qui se passerait cette nuit-là. Juste après minuit, alors qu'une tempête arrivait, les Maddox. Finalement, s'endormant, une silhouette se déplaça dans les ombres près de la clôture arrière. La pluie masquait ses pas. Le système de sécurité avait été installé mais pas encore activé. Ronin connaissait la disposition. Il avait regardé. À l'étage, Liana se réveilla en sursaut. Pas d'un rêve, mais d'un instinct. Quelque chose n'allait pas. Elle se dirigea vers la crèche sur la pointe des pieds, le cœur battant, pour voir la fenêtre grande ouverte. Une rafale de vent écarta le rideau et le berceau de Julian était vide. Le cri de Liana brisa le silence. Que feriez-vous si vous vous réveilliez et trouviez votre frère disparu au milieu de la nuit? Seriez-vous prêt à vous battre, à vous figer, à crier, à courir chercher de l'aide? Dites-le nous dans les commentaires. Le cri de Liana résonna dans le couloir comme un éclair. Ethan et Isabelle se sont précipités hors du lit et sont entrés en collision dans le couloir au moment même où Liana, pieds nus et paniquée, se tenait près de la fenêtre ouverte de la chambre d'enfant. Il a pris Julian, cria-t-elle, la voix brisée. La fenêtre, elle était ouverte. Je ne sais pas comment. Appelle la police, cria Ethan, courant déjà vers les moniteurs de sécurité. Isabelle a enroulé ses bras autour d'un EMTT tremblant, qui avait commencé à pleurer à cause de l'agitation, tout en composant le 911 avec les doigts tremblants. Reste avec moi, bébé, murmura Liana en berçant le jumeau restant. Nous allons récupérer ton frère. Je le promets. En bas, le cœur d'Ethan s'est brisé alors qu'il revoyait les images. Là, à 2h37, Ronin, trempé de pluie et les yeux fous,
s'est glissé par la porte latérale, a désactivé le générateur de secours qu'Ethan avait prévu de sécuriser le lendemain et s'est glissé à l'intérieur par la porte arrière non verrouillée. À l'écran, il se glissa comme une ombre vers la crèche, soulevant Julian comme s'il était un sac d'épicerie. « Fils de... » Ethan grogna. Mais quelque chose n'allait pas. Ronin ne courait pas. Il ne disparaissait pas dans les bois. Non, il était toujours sur la propriété. Isabelle, il a crié. Je pense qu'il est toujours là. Liana a franchi la porte arrière la première, pieds nus, trempée en quelques secondes par la pluie battante. Son instinct la poussa vers le vieil abri de jardin, où elle et les jumeaux s'étaient cachés pendant l'une des pires colères de leur père. La porte grinça. Elle l'ouvrit. Et il était là. Ronin, trempé, à genoux, berçant Julian contre sa poitrine, marmonnant de manière incohérente. Elle lui ressemble, murmura-t-il. Ta mère, elle m'a quitté. Elle a emporté la lumière avec elle. Mais toi, tu es toujours à moi. Déposez-le, dit Liana, sa voix ferme malgré le tremblement dans sa poitrine. Les yeux de Ronan rencontrèrent les siens, sombres et tourbillonnants avec quelque chose de cassé. Tu me les as pris, ma fille. Tu penses que ces gens riches t'aiment? Tu penses qu'ils te garderont en sécurité pour toujours? Derrière Liana, Ethan apparut, trempé et furieux, les poings serrés. Vous avez commis votre dernière erreur, dit-il froidement. Ronan resta immobile, serrant Julian dans ses bras. Approchez-vous, je le jure. Mais il n'a pas fini. Un léger gémissement vint de Julian, maintenant réveillé dans ses bras. L'innocence de ce cri, la confiance dans le regard de sa sœur, firent craquer quelque chose d'encore plus profond à l'intérieur de Ronin. L'espace d'un instant, son emprise se relâcha. C'est tout ce dont Ethan avait besoin. D'un mouvement rapide, il se jeta, attrapant Ronin par le bras tandis que Liana attrapa Julian de sa poitrine et courut. Puis mêlé de boue, coups de poing et fureur alors que les deux hommes tombaient au sol. Il n'a fallu que quelques minutes à la police pour arriver et les séparer. Les policiers ont menotté Ronin et lui ont lu ses droits alors qu'il criait de manière incohérente dans la nuit. Julian était en sécurité. Quelques heures plus tard, alors que l'aube se levait sur le domaine de Maddox, Liana était assise sur le porche arrière, enveloppée dans une couverture, Julian dormant dans ses bras. EMTT était allongé contre l'épaule d'Isabelle et Ethan se tenait à proximité, regardant le lever du soleil. Il est parti pour de bon, demanda doucement Liana. Ethan hocha la tête. Ordonnance de non-communication, dossier de garde totale et avec la séquence vidéo, il ne pourra pas s'approcher à moins d'1 kilomètre d'aucun d'entre vous. Elle baissa les yeux sur Julian, repoussant une mèche de cheveux de son front. J'avais tellement peur que nous le perdions. Tu ne l'as pas fait, dit Isabelle en lui serrant la main. Tu l'as encore sauvé. Et maintenant, ajouta Ethan, il est temps que nous te rendions quelque chose. Il sortit un mince dossier de sa veste et le lui tendit. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels de tutelle, des procédures d'adoption, son nom inscrit à côté du leur non seulement en tant qu'enfant dont ils avaient la garde, mais en tant que fille, en tant que famille. La main de Liana se porta à sa bouche. Tu veux m'adopter? Si vous nous le permettez, dit Isabelle. Vous trois, pour toujours. Liana fondit en larmes, hochant la tête, incapable de parler. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un la choisissait. Pas par obligation, mais par amour. Les semaines passèrent. Le processus d'adoption s'est déroulé rapidement, grâce à l'équipe juridique d'Ethan. La nouvelle de la courageuse jeune fille qui a sauvé ses frères s'est répandue dans toute la communauté. Les offres de soutien ont afflué de la part des voisins, des médecins et des enseignants. Liana a commencé l'école. Elle s'est fait des amis. Les jumeaux devenaient plus forts chaque jour. Un dimanche matin tranquille, toute la famille Maddox Ethan, Isabelle, Liana, EMTT et Julian se tenaient devant un juge souriant. D'un seul coup de marteau, c'était officiel. Liana Maddox. C'était comme un nouveau nom, mais aussi une maison. De retour à la maison, une fête surprise les attendait. Ballons, gâteaux, musique. Au centre de la pièce se trouvait une photo de Liana tenant ses frères, encadrée en or, avec une plaque en dessous qui disait « Tous les héros ne portent pas de cape. Certains portent des chaussures usagées et portent l'espoir dans leur cœur. » Liana regarda autour de la pièce Ethan et Isabelle, EMTT et Julian, qui rampaient maintenant après des ballons, et réalisa quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle était en sécurité. Elle était aimée.
Elle était à la maison. Qu'avez-vous pensé du parcours de Liana? Est-ce que ça vous a ému? Est-ce que cela vous a fait pleurer ou vous a donné de l'espoir? Si vous aimez cette histoire, tapez 100 dans les commentaires pour montrer votre soutien et dites-nous d'où vous regardez la série dans le monde. Nous aimerions savoir de quel pays vous venez. N'oubliez pas de partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de lui rappeler que la famille n'est pas toujours fondée sur le sang, c'est par amour. Continuons à répandre chaleur, courage et espoir, une histoire à la fois.